L'enveloppe était si fine que je pouvais voir son pli sous les lumières. Quelqu'un a applaudi derrière moi. Quelqu'un d'autre a levé un téléphone, mais tout ce que j'ai entendu, c'était le faible bruissement tandis que mes parents la glissaient dans ma main. 2 billets. Rien de plus. C'est ta grand-mère qui t'a envoyé ça, ont-ils dit, souriant pour la galerie. Pas pour moi. Je suis resté impassible, laissant le bruit s'estomper sur les bords. Le gâteau, les lumières, les gens, tout semblait être une mise en scène. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette enveloppe n'était pas le vrai cadeau. Le vrai arrivait, et il allait gâcher la soirée. J'ai appris très tôt que certaines personnes dans une famille brillent sous toutes les lumières, et que d'autres disparaissent même lorsqu'elles se trouvent dans la même pièce. Quand j'avais 15 ans, j'ai essayé de me rendre visible. J'ai passé 3 semaines à coudre une robe pour le spectacle de talent de notre école, coupant du tissu acheté dans le bac des soldes du magasin de loisirs créatifs, veillant après minuit pour ajuster l'ourlet jusqu'à ce qu'il tombe parfaitement. La veille de l'événement, je l'ai apporté dans le salon, pleine d'un espoir que je n'avais pas encore perdu. Ma mère était assise sur le canapé, faisant défiler les pages sur sa tablette, mon père, plongé dans un journal, ma sœur, sur le tapis, exhibant une nouvelle coque de téléphone qui s'illuminait quand elle la touchait. J'ai brandi la robe comme un petit drapeau. Personne n'a regardé. Ma mère a finalement jeté un coup d'œil, a lancé un rapide « c'est mignon » et s'est immédiatement retournée vers la lueur de l'écran de ma sœur. La robe s'est un peu affaissée dans mes mains. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Ce schéma ne changeait jamais. Chaque fois que je tentais une avancée, quelque chose de brillant dans l'orbite de ma sœur détournait l'attention de la pièce loin de moi. Pour mes anniversaires, je déballais des choses pratiques, des chaussettes, un agenda, un manteau conçu pour durer des années. Ma sœur déchirait des boîtes de boucles d'oreilles, de sacs à main et de parfums, le genre de choses que mes parents disaient amusantes pour une fille de son âge. Quand je ramenais de bonnes notes, les feuilles restaient sur le réfrigérateur une seule nuit avant d'être remplacées par un nouveau reçu scotché pour la « récompense d'effort » de ma sœur. Quand mon père avait besoin de quelqu'un pour rester à la maison avec un parent malade, c'était toujours moi. Quand ma sœur voulait sauter un service au travail ou abandonner un cours, c'était toujours excusé. Et puis il y avait l'argent. Ma grand-mère, Hélène, vivait à 3 heures de route, à Lyon. Elle envoyait souvent des cartes. Elles arrivaient dans des enveloppes pâles avec son écriture en boucle, sentant toujours légèrement la lavande. Avant, j'étais excité quand je les voyais dans la boîte aux lettres, pensant qu'elle y avait peut-être glissé quelques euros ou un mot juste pour moi. Mais ma mère les ouvrait toujours en premier. Elle se tenait près de l'évier de la cuisine, les déchirait proprement, glissait le contenu dans sa main et appelait ça un « soutien familial ». Un jour plus tard, ma sœur avait de nouvelles bottes ou une paire de boucles d'oreilles. Chaque fois que je demandais si grand-mère avait déjà envoyé quelque chose spécifiquement pour moi, mon père serrait la mâchoire et disait « Ne nous remets pas en question, Claire. Nous savons ce qui est le mieux. » Peu à peu, j'ai appris à ne plus demander. J'ai commencé à mettre tout ce que je ressentais dans les marges de mon carnet de croquis, des lignes, des silhouettes, des tenues que j'imaginais porter dans une vie que je n'avais pas encore. Je m'asseyais sur le sol de ma chambre, des chutes de tissu éparpillées autour de moi de la même manière que d'autres enfants s'entouraient de jouets. La maison, au-delà de ma porte, bourdonnait des désirs de ma sœur et des justifications de mes parents, la chorégraphie habituelle. La mienne restait silencieuse. Avec le recul, je ne pense pas qu'il y ait eu un seul moment où j'ai décidé de devenir invisible. C'était plutôt comme si la maison m'y avait entraîné. Chaque petit rejet, chaque tête détournée, chaque enveloppe qui n'est jamais arrivée entre mes mains, tout cela m'a replié à l'arrière-plan jusqu'à ce que le silence semble être l'endroit le plus sûr où se tenir. C'est ce jour-là que j'ai appris ma place dans cette famille, et c'était une place qui allait me suivre pendant des années. Les semaines après la remise des diplômes semblaient étrangement lumineuses en surface. Mes parents organisaient de petits dîners, mettaient de la musique joyeuse le matin et semblaient plus légers que je ne les avais vus depuis des années. Mais cette luminosité avait des bords tranchants. Un après-midi, ma mère est rentrée à la maison portant un collier que je n'avais jamais vu auparavant, de l'or fin, captant la lumière de la cuisine. Elle l'a touché comme si de rien n'était. « Un petit soutien supplémentaire de ta grand-mère » a-t-elle dit en passant devant moi pour atteindre le placard à épices. La même phrase est réapparue 2 jours plus tard lorsqu'elle portait des boucles d'oreilles en émeraude qui n'allaient avec rien de ce qu'elle possédait. Mon père a adopté le même comportement. Il a commencé à mentionner un spa en ville, parlant de rendez-vous hebdomadaires comme s'il s'agissait d'ordonnances médicales. Ça m'aide à me détendre, disait-il en posant ses clés sur la table,
l'éclat d'une nouvelle montre apparaissant comme par accident. Rien de tout cela ne correspondait à notre vie. Rien de tout cela ne correspondait au discours sur le budget serré que j'avais entendu toute ma vie. Chloé, bien sûr, se prélassait dans cette lueur. Un soir, elle est entrée dans la cuisine avec un sac à main de créateur accroché à son poignet, le logo captant la lumière du plafonnier. « N'est-il pas magnifique ?» a-t-elle dit en rejetant ses cheveux en arrière avant de sortir un smartphone si neuf qu'il avait encore son film de protection. Je lui ai demandé comment elle pouvait se le permettre. Elle a ri doucement, le genre de rire destiné à écarter la question, pas à amuser. « Occupe-toi de tes affaires, Claire. » J'ai essayé. Vraiment. Mais c'est devenu plus difficile quand la maison elle-même a commencé à déraper. Une boîte d'une société de livraison était à moitié ouverte dans le couloir. Un autre bijou pour ma mère. Le reçu était posé à côté, son total entouré au stylo. Plus tard dans la nuit, en passant devant la chambre de mes parents, j'ai entendu la voix de ma mère à travers la porte entr'ouverte. Elle était au téléphone, en train de rire. « Le bonus de ta mère. C'est plus que suffisant, disait-elle, sa voix légère et insouciante. Je me suis arrêté dans le couloir, un pied dans le rail de lumière, l'autre dans l'obscurité. Je n'ai pas poussé la porte. Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. Je suis juste resté là, à absorber les pièces du puzzle, les forçant à prendre une forme que je n'étais pas prête à nommer. Le lendemain matin, ma mère s'est plainte des factures tout en attachant son nouveau bracelet. Elle a dit, nous faisons tous des sacrifices, en me regardant droit dans les yeux. J'ai remué mon café. La cuillère a ralenti, s'est arrêtée, puis a repris son mouvement. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste souri. Le matin après le commentaire de ma mère, je suis parti au travail plus tôt que d'habitude. L'air était frais, du genre qui se pose sur la peau avant que le soleil ne s'installe. À la boutique de tissus, j'ai déverrouillé la porte, suis entré dans l'odeur chimique familière de teinture et de coton, et me suis dit de me concentrer sur les rouleaux de tissu, pas sur les chiffres qui tournaient dans ma tête. Pourtant, chaque fois que je coupais une longueur de mousseline ou que je repliais une pile de patrons, des éclairs de nouveaux bijoux, de sacs à main et d'abonnements au spa s'insinuaient comme des fils indésirables. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas, et faire semblant de ne pas le voir me parut soudain impossible. Sophie l'a remarqué avant que je ne dise quoi que ce soit. Pendant notre pause café habituelle, elle s'est glissée sur le siège en face de moi au café, les cheveux attachés en un chignon lâche, son badge nominatif encore accroché de travers à sa chemise depuis son service à la librairie. « On dirait que tu n'as pas dormi », a-t-elle dit, en remuant le sucre dans sa boisson sans me quitter des yeux. J'ai haussé les épaules, traçant le bord de ma tasse. L'ambiance à la maison est différente. Différente comment ? J'ai hésité. Des mots comme « argent volé » et « dépenses suspectes » semblaient trop lourds à prononcer à voix haute. Ils achètent des choses qui n'ont aucun sens. Des rendez-vous au spa, des bijoux, des sacs, des téléphones, des choses que nous n'avons jamais pu nous permettre, des choses que nous ne devrions pas pouvoir nous permettre. Sophie s'est penchée en avant. D'où vient l'argent ? La question a atterri en plein cœur de ma poitrine. J'ai regardé par la fenêtre, observant la ville s'animer autour de nous, les bus qui arrivaient, les gens qui traversaient les rues, le rythme régulier d'un monde qui avait plus de sens que celui à l'intérieur de ma maison. Je ne sais pas, ai-je dit, mais je crois que je dois être attentive. Claire, a-t-elle dit, sa voix basse mais ferme. Tu as ignoré des choses toute ta vie. Il est peut-être temps que tu commences à observer. Alors, c'est ce que j'ai fait. Cette semaine-là, je suis devenue une comptable silencieuse des achats des autres. À la maison, je notais les petits développements, le bracelet que ma mère portait, alors qu'elle n'avait jamais possédé de bijoux auparavant, la montre que mon père vérifiait même quand il n'était pas en retard, la façon dont Chloé marchait différemment avec son nouveau sac se balançant à son côté. Il ne me remarquait pas les observer. Il ne l'avait jamais vraiment fait. À la boutique de tissus, pendant les heures creuses, j'ouvrais mon carnet de croquis et commençais à écrire des chiffres dans les marges, les coûts estimés des articles qu'ils exhibaient. Je n'écrivais pas leurs noms, juste des symboles de l'euro et des descriptions, un petit registre secret intégré à l'arrière-plan de mes créations. Cela me donnait quelque chose de solide auquel me raccrocher, quelque chose de mesurable dans une vie où l'on m'avait toujours dit de ne rien mesurer. J'ai aussi ouvert un nouveau compte bancaire. Discrètement, un après-midi avant mon service, j'y ai transféré une partie de chaque paie, même si ce n'était que quelques euros. Le banquier m'a demandé si je voulais des alertes sur mon téléphone.
J'ai dit oui. C'était comme revendiquer un coin de ma vie que personne d'autre ne pouvait toucher. La nuit, pendant que la maison dormait, j'organisais mes croquis dans des dossiers robes, manteaux, chacun avec une petite étiquette dans le coin. Pas des noms, mais des numéros. De la même manière que j'avais commencé à étiqueter les dépenses que je voyais autour de la maison. Pour la première fois, tout dans ma vie gagnait en structure. C'est au cours d'une de ces nuits tardives que mon téléphone a vibré. Un texto d'Hélène. Fier de toi pour ton diplôme, Claire. Je viens te rendre visite la semaine prochaine. Je veux que tu me parles de ta ligne de mode. Mon estomac s'est noué. Mon esprit a immédiatement pensé à l'enveloppe, au pli fin, aux 2 billets, au sourire que mes parents avaient joué pour la galerie, puis aux bijoux, au spa, au téléphone que Chloé faisait tournoyer dans sa main. J'ai relu le message, encore et encore. Je ne savais pas quoi dire. Le lendemain soir, j'ai appelé Sophie depuis mon appartement au-dessus du garage. Elle vient, ai-je dit. Et je ne sais pas quoi lui dire. Tu lui dis la vérité. Je ne veux pas faire exploser ma famille. Sophie a expiré. Claire. C'est eux qui l'ont fait exploser. Tu ne fais que traverser la fumée. Je n'ai pas répondu, mais ces mots sont restés. Les jours précédant la visite d'Hélène donnaient l'impression de regarder une scène se construire. Ma mère a récuré la maison jusqu'à ce que ses mains soient à vif. Mon père a répété des histoires sur les temps difficiles et sur le fait de tirer le meilleur parti de ce que nous avons. Chloé ne faisait rien, faisant défiler les pages sur son téléphone, demandant occasionnellement si sa tenue avait l'air décontractée chic. J'allais au travail, rentrais à la maison et observais tout cela en silence. La maison ne ressemblait pas à un foyer. Elle ressemblait à un décor de théâtre, et je me sentais étrangement détaché des rôles que tout le monde attendait de nous. Le jour où Hélène est arrivée, l'air sentait le poulet rôti et le bois ciré. La table était dressée avec la vaisselle que nous n'utilisions que pour les fêtes. Ma mère s'agitait avec les napperons. Mon père ajustait les couverts. Chloé vérifiait son reflet dans la porte du micro-ondes. Quand Hélène est entrée, sa présence a fendu la pièce. Elle m'a serré dans ses bras en premier, fort, chaleureusement, et a dit « ma créatrice ». J'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Un fil enfin libéré. Le dîner a commencé par des sujets sans danger, la circulation, la météo, mon travail à la boutique de tissus. Je répondais prudemment, offrant des versions de la vérité qui ne perturberaient rien. Je gardais ma voix, et même mes yeux, baissés lorsque c'était nécessaire. Mais chaque fois qu'Hélène posait des questions sur ma ligne de mode, sur mes progrès, sur mes projets, quelque chose cognait en moi, les croquis, les nuits blanches, l'enveloppe, le numéro que j'avais vu dans la main de ma mère quand elle avait entouré un reçu, mon propre nom absent de tout ce que grand-mère était censée avoir envoyé. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais protégé mes parents de la vérité. J'avais pensé que le silence était une forme de loyauté. J'avais pensé que maintenir la paix était mon devoir. Mais ce soir-là, en regardant les yeux d'Hélène s'adoucir chaque fois qu'elle me parlait, une décision silencieuse s'est formée, une ligne que je n'avais jamais tracée auparavant. Si elle me posait directement la question sur l'argent, si elle disait le chiffre à voix haute, je ne lui mentirais pas. Pas cette fois. Plus jamais. Le dîner était presque terminé quand c'est arrivé. Le genre de moment qui n'arrive pas avec un avertissement, juste un petit changement, une modification dans la respiration, une pause entre les cliquetis des couverts. Hélène a posé sa fourchette, le métal touchant l'assiette avec un son doux et décidé. Elle m'a regardé, pas la table, pas la nourriture, mais droit dans les yeux. Alors, Claire, a-t-elle dit calmement. Est-ce que les 17 000 € que je t'ai envoyés ont aidé pour ta ligne de mode? La pièce s'est figée. La main de ma mère s'est arrêtée en l'air, ses doigts se resserrant sur sa serviette. Le verre de mon père s'est abaissé d'1 centimètre, ses yeux se tournant vers ma mère comme si elle pouvait répondre à ma place. Le sourire de Chloé s'est effacé, son téléphone glissant légèrement dans sa paume. Je sentais chaque battement de mon cœur dans ma gorge. Pendant une seconde, je n'entendais plus rien. Aucune conversation de la maison voisine, aucun bourdonnement du réfrigérateur, juste le poids de sa question suspendue au-dessus de la table. Le chiffre pulsait dans l'air comme une sirène que personne ne pouvait éteindre. J'ai pensé à l'enveloppe le jour de ma remise de diplôme. 2 billets, rien de plus. J'ai pensé au collier, aux boucles d'oreilles, au rendez-vous au spa, au sac à main se balançant au poignet de Chloé, tous ces luxes inexpliqués,
toutes ces explications silencieuses que j'avais avalées. J'ai levé les yeux. Je n'ai reçu que 200 €, ai-je dit. 4 mots, calmes, simples. Mais quand ils sont tombés, la pièce entière a changé de forme. Le visage d'Hélène a changé instantanément, la chaleur se dissipant, la fermeté s'aiguisant. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas haleté. Son expression s'est simplement durcie, comme si quelque chose en elle s'était mis en place. Elle s'est tournée vers mes parents avec un calme qui semblait plus dangereux que n'importe quelle voix élevée. Où, a-t-elle demandé, et le reste de l'argent? Ma mère a cligné des yeux rapidement, la couleur montant à ses joues. Nous l'avons utilisé pour les besoins de la famille, a-t-elle murmuré. Quel besoin? Le ton d'Hélène ne s'est jamais élevé. Il n'en avait pas besoin. Mon père s'est raclé la gorge. C'est compliqué, Hélène. Les temps étaient durs. Nous avons géré ça du mieux que nous pouvions. Hélène n'a pas détourné le regard. J'ai envoyé cet argent pour Claire. Je l'ai écrit dans chaque mot pour ses créations, pour son avenir. Le silence s'est épaissi. La serviette de ma mère s'est tordue en une corde. Mon père fixait la table. Chloé s'est assise sur sa chaise, son nouveau téléphone brillant à côté d'elle comme un témoin coupable. Puis, en un seul souffle, la vérité a éclaté. Ma mère a murmuré, nous l'avons dépensé pour des choses pour la maison, pour Chloé, pour nous. Les mots flottaient là, mous et laids. Hélène a inspiré lentement. Alors écoutez-moi bien, a-t-elle dit. Il n'y aura plus de soutien. Pas un euro, pas une visite, pas une faveur. Elle s'est retournée vers moi, et ses yeux se sont adoucis très légèrement. À partir de maintenant, tout ce qui t'est destiné viendra directement à toi. Sans intermédiaire. Mes parents étaient assis, vidés, la performance arrachée. Chloé serrait son téléphone comme s'il pouvait la protéger. Plus tard, sur le porche, alors que l'air nocturne entrait, Hélène m'a parlé des années de chèques, des montants, des intentions qu'elle pensait honorer. Et puis elle a dit les mots qui ont traversé tout le bruit dans lequel j'avais vécu. Tu vas venir travailler avec moi. Tu apprendras le métier au studio, et mon appartement à Lyon. Il est à toi maintenant. Je n'ai pas parlé tout de suite. La lumière du porche vacillait. Quelque part à l'intérieur, une porte s'est fermée doucement. Puis j'ai expiré un souffle lent et régulier que j'ai senti jusqu'au plus profond de mes os. Je le ferai, ai-je dit. La semaine qui a suivi ce dîner s'est déroulée tranquillement, comme si la maison essayait de ne pas se déranger elle-même. J'ai fait mes valises, un tiroir à la fois, pliant des vêtements que je portais depuis des années, glissant des carnets de croquis dans une valise qui semblait soudain trop petite pour tout ce que j'avais retenu. Les factures ont commencé à s'empiler sur le comptoir de la cuisine, des enveloppes non ouvertes avec une impression rouge visible à travers le papier fin. Mon père évitait le salon. Ma mère pleurait par courtes crises tremblantes. Chloé restait principalement dans sa chambre, son téléphone éclairant l'embrasure de la porte à chaque fois qu'elle le vérifiait. Le matin de mon départ, la maison semblait plus froide que d'habitude. Ma valise se tenait droite près de la porte, la fermeture éclair bien tirée. Ma mère a plaidé en premier, sa voix se brisant autour des mots. Mon père a essayé de tout présenter comme un malentendu. Chloé a dit qu'elle ne savait pas que l'argent m'était destiné. C'était peut-être vrai. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, cela n'avait plus d'importance. Je n'ai pas haussé la voix. Je ne me suis pas expliqué. J'ai juste dit, vous avez pris ce qui était destiné à mon avenir et l'avez dépensé pour vous-même. Je ne peux plus vous faire confiance. Puis j'ai ouvert la porte et je suis sorti, le son de sa fermeture derrière moi plus doux que je ne l'avais prévu. L'appartement qu'Hélène m'a donné était petit mais lumineux. La lumière du matin se déversait sur le sol, réchauffant les murs nus, faisant en sorte que l'espace vide ressemble à une possibilité plutôt qu'à un manque. J'ai fait du café, me suis assise à une petite table près de la fenêtre et j'ai ouvert un carnet de croquis neufs. Pour la première fois, la page ne ressemblait pas à une évasion. Elle ressemblait à une direction. Au studio de Lyon, le tissu sifflait sous la vapeur, les ciseaux cliquetaient et les machines bourdonnaient. Je me suis fondu dans le rythme facilement, comme si le bruit me connaissait. Et quelque part au sein de ce changement silencieux, j'ai réalisé que je m'appartenais enfin. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai appris que le silence peut refaire une vie. Pas celui avec lequel j'ai grandi, celui qui m'avalait tout entière, mais celui qui ouvre une porte et la laisse grande ouverte pour que la lumière puisse entrer. Chaque matin,
dans ce petit appartement, le soleil frappait le même endroit sur la table où je gardais mes derniers croquis. Et pour la première fois, je ne ressentais pas le besoin de cacher quoi que ce soit. Les limites ne sont pas des murs. Elles sont l'endroit où l'on se tient quand on décide enfin de ce que vaut sa vie. Si cette histoire fait écho à la vôtre, qu'elle vous rappelle que votre avenir est entre vos propres mains.